rien n'est noir et blanc dans la vie. Je veux dire que c'est une succession de grilles, pas seulement sur le plan sexuel, mais sur tous les plans. Je suis étonné que les théâtres soient fermés aujourd'hui. Je pense que le théâtre est justement un service public. À partir du moment où on ouvre les gares et on ouvre le métro, les théâtres sont aussi des espaces publics qu'on peut tout à fait organiser de la même manière que les transports en commun. Jean-Michel Jarre, bonjour. Bonjour Erwan Perron. Dans son édition du 23 décembre dernier, le magazine anglais, le Times, vous présentez comme, j'ouvre les guillemets, The Electro Wiz of Notre-Dame, ou Notre-Dame. Donc le Wiz, c'est the Wizard, le sorcier plutôt sympathique, le magicien électro de Notre-Dame. Bon, c'était un peu quelques jours avant le 31. Quelle expérience vous avez retenu de ça? C'est récent, c'est chaud. Donc, votre avatar sous le cœur de Notre-Dame. Alors d'abord, je dis bonjour à tout le monde, au public, qu'il soit physique ou virtuel. Et en fait, la première chose qui me vient à l'esprit par rapport à votre question, c'est finalement quelque chose qui peut être surprenant, c'est l'idée du track. C'est qu'on pourrait se dire que par avatar interposé, de faire un concert dans un lieu virtuel, finalement on est très éloigné de la réalité et de manière très surprenante, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs même presque, sinon inquiétant, en tout cas déstabilisant, de se rendre compte que quand on est dans un univers virtuel, quand on se téléporte dans un univers virtuel, très rapidement on oublie cette virtualité et on est face à un public. Comme d'une certaine manière on l'est aussi aujourd'hui, enfin, à la différence près que là on ne le voit pas puisque ce sont des caméras qui nous reprennent, mais dans le cas de Notre-Dame, du concert de Notre-Dame, il y avait un public virtuel, un public d'avatar, puisque à chaque fois qu'on va dans un univers virtuel, finalement on est représenté par une silhouette, par un avatar. Et donc du coup le fait d'être sur une scène virtuelle, mais de sentir ces instruments, puisque moi j'étais en direct depuis le studio Gabriel, depuis le centre de Paris, finalement c'est une sensation qui est très très proche, enfin qui devient la sensation qu'on a sur scène. Et moi j'ai toujours le trac avant de rentrer sur scène. C'est une chose qui même s'accentue avec le temps, et c'était très étrange d'avoir cette sensation là dans une situation nouvelle pour moi. Vous n'avez pas réussi à juguler le trac, à le domestiquer, si je puis me permettre? Il se manifeste comment, ce trac? En fait, au bout de 3-4 minutes, il y a tellement de problèmes, il y a tellement de choses qui se passent dans la tête qu'on l'oublie. C'est aussi ça. Je pense que c'est en même temps un aiguillon pour l'adrénaline aussi, le trac. Donc il faut pas exagérer. Il y a des choses quand même plus désagréables que ça dans la vie que de monter sur scène. 75 millions de personnes ont regardé en direct, je crois. Oui, c'est incroyable. Enfin, moi, on s'en est pas remis encore, et quand je dis on, parce que ce projet, pour moi, c'est pas un projet personnel, c'est un projet collectif. Il y avait 150 personnes qui ont travaillé pendant 3 mois d'arrache-pied, des petites start-up françaises, petites, pas par le génie qui est énorme, mais par les moyens. Et ce côté, je dirais, ce côté bidouille, ce côté Shadok, en fait, qu'on a en France, permet vraiment à notre pays des fulgurances que j'aime beaucoup, qui moi me touche beaucoup. Je trouve qu'on a justement un peu comme au judo, l'art en France de transformer nos faiblesses en force. Et dans ce moment difficile du virus, de ce tunnel sanitaire, de ce tunnel qu'on traverse, c'était aussi l'idée d'envoyer un message d'espoir, à travers aussi un monument qui a été affaibli comme nous l'avons été nous-mêmes. Et je salue d'ailleurs, j'en profite pour saluer la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a eu finalement je veux dire, la ténacité et l'audace de ne pas baisser les bras et de se dire on va quand même essayer de célébrer le nouvel an d'une manière différente, d'une manière innovante dans ce cas-là. Gothico-virtuel, une transe agnostique pour ceux qui le souhaitaient, et catholique pour les autres. Et d'abord, l'image de Notre-Dame, c'est patrimoine mondial. On en parlait de ça, de la vision un peu de comment Notre-Dame, l'architecture de Notre-Dame, continue d'essaimer dans les films de science-fiction aujourd'hui, dans Batman, on parlait de ça.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai que Notre-Dame, ça a été d'ailleurs impressionnant de voir que Notre-Dame a été, au fond, l'incendie et la catastrophe qu'a subi le monument a dépassé très largement le cadre d'une émotion qui se cantonnerait uniquement à la chrétienté et à l'Église. Ça a touché des Chinois, des Indiens qui sont très éloignés du Vatican et qui ont été très affectés par finalement ce totem du patrimoine mondial qui nous relie les uns aux autres, qui est très fort dans l'imaginaire collectif, évidemment à travers Victor Hugo, mais pas seulement. Et donc c'était une idée qui était intéressante d'essayer finalement de célébrer, d'envoyer ce message positif à travers un monument, comme vous le dites, qui en fait, aussi quand on le remet en perspective au XIVe siècle, quand Notre-Dame est construite, en fait, elle est construite par des gens d'avant-garde qui sont complètement visionnaires, d'ailleurs qui ont été extrêmement critiqués à l'époque. Et c'est vrai que moi, je me souviens la première fois que je suis rentré dans Notre-Dame avec une mère qui n'était pas particulièrement catholique, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais pour moi, j'ai été complètement impressionné comme enfant par ce cadre qui était presque un cadre presque de science-fiction, c'est-à-dire et qui a tellement, comme vous le disiez à l'instant, sur le plan de l'architectural, ça a inspiré énormément de décorateurs de science-fiction. Quand on pense aux vaisseaux de Star Wars, de Star Trek, ils sont très inspirés par l'espèce de côté gothique virtuel, comme vous le disiez tout à l'heure. Et c'est vrai que et aussi les grandes orgues. Les grandes orgues qui sont en fait les premiers synthés, qui sont aujourd'hui totalement, le son des orgues sont totalement liés à l'église, alors que de la même manière, les premières orgues, quand on les a mis ont été très controversées, c'était quand même considéré comme les instruments du diable. Les premières personnes qui ont créé des orgues étaient à la limite de l'excommunication, comme quoi c'était intéressant de lui rendre hommage de manière moderne et contemporaine. Vous parliez de son à l'instant. Pouvez-vous me parler, me rappeler de votre première rencontre, de votre première grande émotion musicale? Alors, il y en a plusieurs, mais il y a quelque chose qui me vient quand vous me posez la question. C'est qu'en fait, ma mère, grande résistante, a connu en prison une femme qui s'appelait Mimi Ricard et qui après la guerre, ils sont devenus très amis, après la guerre a ouvert le club de jazz le plus réputé de l'époque, qui s'appelle Chat qui pêche, rue de la Huchette. Et elle venait voir sa copine 2 fois par mois, le week-end. Et moi, le petit gosse qui traînait dans le bar, je descendais dans la cave et il y avait des gens que je ne connaissais pas, mais qui étaient en fait des monstres du jazz comme Artie Shepp, Don Cherry, Chet Baker. Et je me souviens que pour l'anniversaire de mes 10 ans, Chet Baker m'a assis sur le upright piano, sur le piano droit, et a joué pour moi comme ça à 1 mètre. Et à chaque fois que je me souviens de ce moment, ça a été le premier moment d'émotion musicale sur le fait de sentir de manière organique dans le corps le souffle, le son. Le souffle qui sortait de l'instrument sur ma poitrine d'enfant. Et c'est quelque chose qui a été pour moi très fort sur le fait d'approcher à partir de là, de manière inconsciente puis consciente, le fait que la musique est faite de sons et pas seulement de notes. Et puis en même temps, à ce même moment, je me souviens que il m'a dit une chose, Chet Baker, qui était, de toute façon, il me dit, tu vois, ce qui est important dans le jazz, bon, c'est la mélodie, mais ce qui est important, c'est aussi d'en sortir. C'est-à-dire de sortir des mélodies. Et ce qui finalement est important, c'est le son. Ça, c'est aussi une des grandes leçons, du jazz et de l'électro. C'est peut-être un point commun qu'on peut... Et alors, bizarrement, je trouve qu'il y a un énorme point entre l'électro et le jazz sur ce plan, c'est-à-dire une manière organique, sensuelle de travailler le son de manière presque culinaire, comme des cuisiniers. C'est-à-dire en pétrissant le son de manière, oui, sensuelle, presque sexuelle à certains moments, et pas du tout intellectuelle. Alors, il y a aussi, comme dans l'électro d'ailleurs, une approche très intellectuelle du jazz sur le plan des harmonies, etc. Mais il y a avant tout cette espèce de quête du son, quoi. Et en même temps, la solitude du coureur de son. Je pense que c'est vrai dans le jazz et c'est vrai dans l'électro aussi. Qu'est-ce qui vous pousse à créer ?
Je pense que c'est un mélange de frustration et d'espoir, je dirais. La frustration qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est pas suffisant, et l'espoir que ça sera moins pire la prochaine fois. Alors vous avez un parcours dans les musiques électroniques, mais pas que. Moi, c'est une question que j'ai toujours posée. Non pas que je regrette que vous ayez fait que de la musique électronique, puisqu'on en reparlera tout à l'heure d'électronique. Mais je pense que les gens savent que vous avez composé, écrit. Vous avez commencé comme parolier d'abord, au début des années 70. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire, à devenir parolier? Alors, en fait, c'était pas, je dirais pas que j'ai commencé par être parolier. J'ai toujours fait de la musique et je me suis intéressé au son dans les groupes de rock, quand j'étais teenager, etc., ado. Et en fait, j'ai été par l'intermédiaire de mon éditeur à l'époque, Francis Dreyfus, grand Manitou de la musique progressive de l'époque en France, où je suis rentré en studio, où j'ai rencontré Christophe, et on est resté 3 mois en studio tous ensemble à concocter quelque chose une idée qu'on avait en commun. Moi, c'est-à-dire le fait de sortir des canons de la variété traditionnelle de l'époque, où la plupart des albums étaient finalement des successions de chansons, pour créer les albums concept qui étaient tellement dans l'air du temps de l'autre côté de la Manche, mais qui n'existaient pas du tout en France. Et donc pendant 3 mois, on a travaillé justement sur un univers complet, et il n'y avait pas de gens qui étaient capables de faire de mettre des mots sur cet album. C'était des paroliers qui étaient finalement, avec le talent qu'ils avaient éventuellement, n'étaient pas adaptés aux circonstances. Donc je m'y suis collé. Et comme moi j'étais un passionné j'ai toujours été un passionné du mot et de la langue. J'ai fait de la linguistique. Je me suis beaucoup branché j'ai toujours aimé la sonorité des langues. Et donc je me suis branché sur la voix et le timbre de Christophe qui était, et je dirais qui est, et qui sera si particulier, et totalement unique. Et donc, je m'y suis collé avec un certain nombre de dogmes que je m'étais fixé, comme par exemple le fait d'écrire une chanson d'amour sans mettre le mot amour, enfin, un côté Pérec du quartier de chez Werber, là-bas, de la porte vers la porte d'Aubervilliers, là par là. Et dans les mots bleus, il y a cette descente d'accords aussi, qui est assez inhabituelle, me semble-t-il, pour la variété française, non? Oui, on était à la recherche on était à la recherche justement des cassures, des brisures qui existaient tellement dans l'autre côté, chez King Crimson, chez Sparks, dans un autre domaine. Et moi, j'étais un grand admirateur du producteur Ken Scott, qui a produit notamment tous les albums de Supertramp, Crime of the Century, tout ça. Donc, cette espèce de son justement avec des brisures, avec des cassures de rythme qu'on retrouve beaucoup, par exemple, dans Les Paradis Perdus ou dans le dernier des Villacois, qui sont des mini-opéras, en fait, sur la structure, où il y a 3-4 parties qui s'imbriquent, qui n'étaient pas du tout, en tout cas à l'époque, les structures de chansons habituelles. Donc, en fait, je suis devenu un peu, j'ai écrit des textes un peu par accident, parce que ça faisait partie pour moi d'un contexte global qui était un contexte sonore, en fait. Et c'était des textes aussi qui allaient avec le synthé, puisque... Exactement, c'était des textes qui allaient avec le synthé, avec le fait qu'on avait rempli le studio de synthé, ce qui a continué avec d'autres gens avec qui j'ai travaillé, comme avec Patrick Juvet, par exemple, où je suis parti à Los Angeles, et où j'ai eu la chance de travailler avec des musiciens incroyables, les musiciens d'Herbie Hancock, etc. Et donc, du coup, l'électronique était très présente. Et c'est vrai qu'entre les mots bleus et Oxygène, il y a beaucoup il y a un instrument en commun en particulier. Enfin, il y en a 2 ou 3, mais il y en a un, ce qui est l'éminent, qui a été mon instrument et qui l'est toujours, un instrument de prédilection, qui est ce premier string ensemble, ce qu'on appelle, et qui a un son très particulier de chorus c'est un orgue, en fait, avec un triple chorus qui imite le son des cordes, et qui a cette espèce de poésie un peu... ce que j'aime beaucoup dans le synthé, et je crois qu'on se retrouvait d'ailleurs avec Christophe là-dessus, c'est... cette phrase de Fellini que j'ai eu la chance de rencontrer, qui m'a dit plusieurs choses, mais notamment le fait qu'il détestait par exemple la mer, il détestait l'odeur de l'ambre solaire et l'odeur et en même temps il disait, moi, filmer la mer
la mer MER, m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est de filmer l'idée de la mer. Donc je préfère reconstituer la mer en studio avec des tissus, de la peinture, des gens avec des ventilateurs, des manivelles et finalement de recréer l'idée que j'ai moi de la mer plutôt que la vraie. Et je pense que le synthé, c'est aussi ça. C'est-à-dire que ce qui m'a beaucoup intéressé à l'époque d'Oxygène et toujours d'ailleurs maintenant, c'est en fait finalement de recréer par exemple des sons organiques, des sons qui peuvent faire penser à des sons connus, mais qui sont en fait réinterprétés par une technique différente. Alors, vous avez parlé à l'instant d'Oxygène. Moi, c'est une question que je me suis toujours posée par rapport à cet album. Aussi sa pochette. Je dois dire qu'en 76, j'étais enfant, m'avait un peu traumatisé. Enfin, pas traumatisé, oui, traumatisé. C'est des scorches terrestres avec le crâne qui apparaît en dessous. C'était assez mystérieux. Bon, c'était la première œuvre synthétique que beaucoup de gens à travers le monde ont découverte. Je me suis toujours posé la question. Oxygène, c'est un disque triste ou un disque optimiste? Alors, en fait, déjà, c'est vrai que je me souviens que ma mère, qui m'a beaucoup influencé et mis sur les rails de l'écologie, d'une certaine conscience de l'environnement, m'avait dit, mais pourquoi t'appelles ton album par un nom de gaz et de mettre un crâne sur la pochette, ça marchera jamais, ça. Et en fait, mais en même temps, il y avait aussi, bon, chez elle, la provoque et de l'humour, mais en même temps, le fait qu'on n'était pas nombreux à l'époque à être concernés par l'environnement et par l'écologie. On était considérés soit comme des néo-hippies, soit comme des rêveurs. Et il y avait guère que les Scandinaves qui ouvraient la voie à l'époque, mais c'était quelque chose, on n'était pas beaucoup. Et c'est quelque chose qui m'a toujours, moi, qui m'a toujours, sinon inquiété, en tout cas, mis en alerte. Et donc, pour répondre à la question, je pense que Oxygène, c'est un album dont, à certains moments, il y a une joie apparente, mais qui cacherait une mélancolie souterraine. Et je dirais que tout dans l'art, moi, qui m'intéresse, et je pense qui nous intéresse, nous, en tant qu'êtres humains, c'est cette espèce d'oxymore, de contradiction entre la contradiction entre la joie et la tristesse, ce va-et-vient continu. On le sent dans les films qui nous touchent, dans les livres qui nous touchent. Il y a cette espèce de côté à la fois ensoleillé et dark. Ce va-et-vient entre le côté bright et sombre. Vous avez parlé de votre mère à 3 reprises, qui avait évidemment de l'humour, parce que pour les gens qui n'ont peut-être pas lu votre autobiographie, Mélancolique Rodéo, quand elle parle de gaz, elle a été déportée, votre maman, qui était résistante à Ravensbrück, dont elle s'est échappée. En quoi elle a été importante, fondamentale dans votre réveil artistique? Alors, elle m'a appris une chose fondamentale, c'est d'être, au fond, optimiste par subversion. C'est-à-dire qu'elle avait ça en elle. C'est-à-dire qu'elle a traversé des choses absolument terribles, mais en gardant toujours cet humour et en même temps aussi cette clairvoyance, cette tolérance, cette humanité. Par exemple, elle m'a dit très tôt, elle m'a élevé avec l'idée qu'il fallait pas considérer mélanger les idéologies et les peuples. Et c'était pas courant après la Deuxième Guerre mondiale, ça, de faire une différence entre les nazis et les Allemands. Ça m'a inculqué justement cette idée que d'être foncièrement contre le boycott plus tard, de ne pas hésiter à aller jouer dans des pays justement où le public n'a pas les mêmes libertés que les nôtres. J'ai jamais compris pourquoi, au nom de quoi, des artistes vont boycotter certains pays. Je sais que c'est une matière à discussion, parce j'ai des collègues qui sont absolument contre ça, mais je comprends pas, parce que je pense que il faut aller dans des endroits, comme je suis allé en Arabie Saoudite il y a quelques mois, il y a un an maintenant, en posant ces conditions, mais c'est important d'aller dans des pays comme demain, comme en Iran, comme en Corée du Nord, dans les endroits où les gens n'ont pas les mêmes libertés que les nôtres, finalement de ne pas y aller, c'est procéder finalement indirectement à une forme de radicalisation et d'aliénation, c'est-à-dire d'appliquer une double peine. Et je pense que la culture et la musique doit être utilisée comme un cheval de Troie. Et je crois que les sons peuvent abattre les murs. Voilà. Et vous parliez à l'instant de l'Arabie Saoudite, par exemple, quelles conditions avez-vous imposées là-bas?
En fait, la condition, il y en avait deux, c'était de pouvoir jouer à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, on peut pas être contrôlé, enfin beaucoup moins, et que les femmes puissent être admises à l'égal des hommes et qu'elles puissent assister au concert à nombre, en quantité égale. Ce qui a été accepté, ce qui a été le cas, et c'est la raison pour laquelle le concert a pu avoir lieu. On a parlé de Chine, on a parlé d'Arabie Saoudite, je sais pas si on a parlé de Chine d'ailleurs. Non. Si, on a parlé, ouais. En quoi votre musique est-elle française? Je pense qu'il y a c'est marrant comme question, parce qu'en fait, moi, quand j'étais ado, je jouais du rock, j'étais un fan, j'ai un grand fan des Who, et donc ça m'a tellement fait plaisir, des années après, de pouvoir travailler avec Pete Townsend. Il y avait beaucoup de gens qui étaient, on s'est toujours posé la question de savoir si tu es, ou si vous êtes Stones ou Beatles, et moi, j'étais plutôt Who. Et en fait, il y avait et je me souviens que je passais mes nuits dans des clubs et à l'Olympia notamment, où il y avait, c'était toute une époque où en fait il y avait des groupes qui venaient la nuit très très tard. Il y avait des nocturnes à l'Olympia où en fait il y avait plein de groupes qui passaient, plein de groupes anglais. Et je me disais, ils tiennent leur révolution, ces gens-là. Et c'est pas la nôtre, c'est une révolution anglo-saxonne. Et en fait, quand j'ai découvert moi la musique électroacoustique et notamment chez Schaeffer, je me suis dit, c'est ça notre révolution, c'est ça vient, c'est quelque chose qui vient de chez nous. Et je dirais que l'électro, on est tous des descendants à la fois de Debussy, de Ravel et de Schaeffer. Et c'est quelque chose qui est à la fois par le côté impressionniste, mélodique, et en même temps la bidouille sonore qui n'a rien à voir avec le jazz, le blues, le rock. C'est-à-dire on peut s'accorder on peut comprendre que John Lennon ait pu dire à un moment donné que le rock en français était au niveau du vin anglais. D'ailleurs, je tiens à dire que le vin anglais n'est pas si mauvais que ça, et que le rock français non plus, donc il se courait. Enfin, non, il était logique avec lui-même, avec ce qu'il disait, mais en même temps, la musique électronique, elle vient d'Europe, elle vient de France, elle vient d'Allemagne, elle vient de Stockhausen, de Martenot, de Luigi Russolo aussi d'Italie, c'est-à-dire de Theremin, c'est-à-dire que c'est toute cette partie européenne qui est très très éloignée du blues et de la culture américaine. Vous aviez ourdi un plan alors, parce que si j'écoute... J'interprète ce que vous me dites. Je dis, bon, les anglo-saxons faisaient du rock, nous on n'était pas tellement là, nous on avait un autre héritage, on parlait à l'instant de Lully pour la mélodie, et puis du GRM, il faudrait peut-être un peu préciser ce que c'est donc le GRM... C'est le groupe de recherche musicale qui appartenait en fait au service de la recherche qui était lié à l'ORTF, enfin à la RTF avant. C'était l'ORTF, moi j'ai pas connu ça, mais c'était avant. Et en fait, on dira jamais assez à quel point les musiques électroacoustiques et électroniques doivent aux radios publiques. Les radios publiques sont extrêmement innovantes. On a l'impression comme ça que les services publics sont des choses qui sont un peu institutionnelles, et pas du tout. On a inventé plein de choses. Et en fait, il y a une raison simple, c'est que les oscillateurs, les filtres qui existaient dont ils se servaient pour la maintenance des émetteurs, nous on les piquait pour faire de la musique. Et donc il y avait cette espèce de piratage, et effectivement Pierre Schaeffer a été un des premiers à dire la musique est faite de sons, elle n'est pas seulement faite de notes basées sur le solfège. Est-ce que vous n'avez pas ourdi un plan, c'est-à-dire le GRM, c'était assez intello quand même. Moi j'ai l'impression que vous avez dit je vais, qu'il y a un plan en quelque sorte, je vais apprendre là, et je vais, peut-être tout seul ou avec d'autres, vous allez me dire, mettre, comme disent nos amis canadiens, la France sur la map, en apprenant ce que j'ai appris là, qui n'existe pas beaucoup ailleurs, ou par ailleurs, et en faire un genre de nouvelle pop, quoi. Oui, en fait, je pense qu'on a toujours un plan, même s'il est inconscient, on a tous un plan. Je vous remercie de me le dire. Oui, voilà. Et les artistes, d'abord, ont un plan égoïste, c'est-à-dire de faire des choses pour soi. Et moi, j'ai toujours fait de la musique pour moi. Et si le public suit, tant mieux. Et bon, dans mon cas, souvent, ça a été le cas. Et je me sens très privilégié, surtout aujourd'hui, dans les conditions dans lesquelles la culture essaye de survivre. Mais c'est vrai qu'il y avait un plan. Et très, très rapidement, je me disais, cette musique, finalement, le rock, c'est une musique ethnique anglo-saxonne. Et nous, on a Jacques Brel, Édith Piaf. Je veux dire, si moi, j'écoute une Édith Piaf ou un Jacques Brel qui vient du Liban, qui vient du Brésil, ben on a les originaux, donc ça m'intéressera un peu moins. Et on a là, à notre disposition, quelque chose qui est vraiment
totalement original et prenons-le, quoi. Et je pense que ça a été, c'est inconscient maintenant, je le vois en regardant en arrière, mais je pense qu'il y avait cette volonté de pouvoir justement réagir par rapport à cette espèce d'invasion anglo-saxonne et finalement aujourd'hui on s'aperçoit que la musique électro française a non seulement un pignon sur rue, mais c'est sans doute une des formes les plus importantes dans le monde aujourd'hui. Et ça vient de nos racines, de ces racines qui sont à la fois, je dirais, qui viennent de l'électroacoustique et aussi d'une approche impressionniste des choses. Quand on prend des gens comme Air, comme Rhône, comme Geza Feldstein et bien d'autres, Carpenter Brut, d'autres, il y a cette recherche, ce rapport organique au son et en même temps un sens de la mélodie, de remettre la mélodie au centre de l'église, au centre de l'église, au centre du village, je veux dire. Alors là, vous venez de citer des artistes qui étaient présents sur Electronica 1, pardon, et Electronica 2. Pourquoi avoir fait, pourquoi partir à la rencontre comme ça d'artistes internationaux, parce qu'il y avait des Français, mais il y avait aussi en l'occurrence Moby, Massive Attack, Jeff Mills, qui est des inventeurs, labellisateurs de la techno à Détroit. Bon, moi je crois savoir pourquoi. Vous allez nous expliquer pourquoi vous avez fait ça. En fait, j'ai eu un gros passage à vide, comme on a tous ça, et finalement où je tournais en rond, j'avais plus de jus, quoi, j'avais plus de, et en même temps, ce qu'on appelle une dépression, tout bêtement, et donc c'est quelque chose qui a duré une bonne dizaine d'années, et j'avais l'impression en fait de stérilité, et d'ailleurs j'ai fait des choses à ce moment-là qu'on peut facilement oublier, et donc j'ai eu envie d'ouvrir la fenêtre et de me dire, au fond, l'électro c'est aussi un travail par rapport au jazz ou au rock qui est très solitaire, où c'est compliqué de vivre en groupe, mais c'est en même temps aussi confortable humainement. Il y a du partage, et la musique, c'est quand même du partage aussi. Et donc, j'ai eu envie d'ouvrir la porte et d'aller frapper à la porte d'autres studios, d'autres gens, et de partager cette émotion de la création. Et j'ai eu la chance qu'ils me disent, c'était au départ un tout petit projet, j'ai envoyé comme ça des lettres, comme des lettres d'invitation à un anniversaire, et ils m'ont tous dit oui. Ce qui fait que je me suis retrouvé avec ce projet mammouth de Electronica 1 et 2 qui m'a pris 5 ans de ma vie, qui sont parmi les plus belles années de mon existence, où j'ai travaillé avec des gens extraordinaires qui ont chacun leur ADN, chacun leur style. Et je me souviens, on parlait de Moby, là, je me souviens que la première fois où on a travaillé dans son studio, il a posé sur son clavier un ré mineur, là, comme ça, c'était Farella. Et je veux dire que c'était Moby. Mais ça, c'est un enfant de 4 ans peut faire cet accord-là. Et en fait, c'était Moby. Et c'est ça qui m'a beaucoup frappé, c'est que les gens qui ont on reconnaît les gens en 30 secondes qui ont un style. C'est ce qu'on appelle le style, finalement. C'est cette manière particulière d'approcher le son. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup permis de me recentrer, personnellement. Alors, on reconnaît le style des artistes, mais aussi on reconnaît le vôtre dans chacun des morceaux. J'ai envie de dire que ce soit Massif, Rhône. Vous savez que concrètement, vous avez procédé comment ? En fait, j'avais un double principe. C'était d'abord de préparer des maquettes en fonction, non pas de ce qu'ils allaient faire, mais du fantasme que j'avais d'eux. Donc, et toujours de laisser au moins 50% de possibilités pour qu'il y ait la place pour chacun d'essayer de trouver un équilibre aussi parfait que possible dans les parties des uns et des autres. Et je pense que ça a pas mal fonctionné. Enfin, je pense que ça fonctionne assez bien, parce que, comme vous le dites, je crois qu'on me reconnaît dans les morceaux, et on reconnaît aussi à chaque fois les gens qui ont travaillé avec moi ou avec qui j'ai travaillé. On a parlé de votre mère. Je pense qu'il est temps de parler un peu de votre père. Moi, j'ai une théorie, alors, qui vaut ce qu'elle vaut. Je ne sais pas si vous serez d'accord, mais c'est une expérience aussi. C'est que la plupart des grands artistes ont une grande fêlure. Quelle fut la vôtre ? Oui, moi effectivement, sans faire de psychanalyse de comptoir, mon père nous a abandonnés quand j'avais 5 ans. Je l'ai vu peut-être 20 fois dans ma vie. Et c'est ma mère, dont on a parlé, qui m'a élevé. Et c'est
c'est très rare d'avoir un musicien français qui fasse une carrière à l'étranger. D'en avoir deux dans la même famille, c'est même surréaliste. Et ce qui est encore plus surréaliste, c'est le fait que ces deux personnes-là ne se parlent pratiquement jamais de musique ou d'autre chose. Donc ça a été évidemment une fêlure dans la mesure où bon, il y a des choses encore beaucoup plus graves, mais chacun les siennes. Mais souvent, c'est plus facile d'avoir un père contre lequel se rebeller parce qu'on a quelque chose contre lequel se repérer et se construire, plutôt qu'une béance et une absence. C'est assez compliqué, c'est assez vertigineux, ça. Et donc, ça a été compliqué, et ma mère a su, justement, donner cet équilibre en étant pas la mère abusive, puisque en plus, j'étais fils unique. Elle aurait pu facilement devenir une mère abusive, où je devienne une sorte de fils à maman, et pas du tout. Elle a joué les deux rôles, mais en laissant un peu la bride sur le cou, en faisant ce qu'il fallait faire, et au fond, et donc et en même temps avec une ouverture artistique qu'elle avait peut-être même presque plus que lui. Elle était ouverte à toutes les sensibilités, notamment sur le théâtre, puisqu'elle était, on est ici dans un théâtre public, et elle était, mon père a commencé sa carrière au Théâtre National Populaire, puisqu'il a été un cofondateur avec Jean Vilar du Festival d'Avignon, et donc elle a baigné là-dedans, mais je pense qu'elle était même presque plus engagée que lui intellectuellement. C'est-à-dire que, et je suis fier de le dire ici dans ces murs, c'est que la phrase de Jean Vilar, le théâtre service public, aujourd'hui prend plus que jamais tout son sens aujourd'hui, et c'est vrai que j'en profite pour dire que je suis étonné que les théâtres soient fermés aujourd'hui. Je pense que le théâtre est justement un service public. À partir du moment où on ouvre les gares et on ouvre le métro, les théâtres sont aussi des espaces publics qu'on peut tout à fait organiser de la même manière que les transports en commun. Donc c'est quelque chose qu'il faut, et c'est bien d'avoir l'occasion. Je vous remercie de pouvoir me donner l'occasion de le dire ici dans cet espace. Et les salles de concert, alors, par conséquent aussi? Salles de concert aussi. C'est-à-dire qu'il faut... tout le monde parle de tout ça, et je veux pas... mais je contribue simplement d'une phrase pour dire que je pense que il faut pas... Rien n'est noir et blanc dans la vie. Je veux dire que c'est une succession de grilles, pas seulement sur le plan sexuel, mais sur tous les plans. Et je pense que il y a des salles qui sont comme ici, par exemple, sont des salles qui sont totalement équipées pour pouvoir arriver à accueillir des gens de manière sécurisée sur le plan de la santé. Et donc, il faut se pencher sur les salles. Mais malheureusement, il y a des salles qui sont moins équipées. Oui, c'est dommage pour eux, mais au moins, c'est pas la peine de pénaliser les autres. Il y a un grand nombre, et les gens de théâtre sont des gens qui sont articulés, intelligents, et qui sont capables aussi d'être responsables, et de leur donner cette responsabilité, de leur donner un peu, justement, les clés. Et je pense que c'est important de ne pas infantiliser le milieu de la culture, mais pas systématiquement non plus. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver, et je trouve qu'aujourd'hui, on devrait le trouver. Et je sais que la ministre se bat pour ça, Roselyne Bachelot, mais il faut qu'elle se batte encore un peu plus, quoi. Jean-Michel Jarre, que vous reste-t-il à accomplir? On a l'impression que vous avez un peu... pas tout fait, mais quand même, vous avez eu de la Chine, Notre-Dame, dernière expérience. Vous avez vendu quand même, arrêtez-moi si les chiffres sont mauvais, il n'y a pas que les chiffres dans la vie, mais quand même, dans la pop mondiale, ça compte. Moi, les chiffres que j'ai, c'est 18 millions d'albums vendus d'Oxygène à travers le monde. D'abord, est-ce que vous avez souffert quelque part de ce succès, puisque vous auriez pu très bien ne pas vous en remettre? Oui, c'est compliqué. Enfin, il faut quand même pas non plus se plaindre, même si en fait l'époque était totalement différente. D'abord par rapport aux ventes de disques, par rapport au monde de la musique, et puis que les producteurs de l'époque on n'était pas producteurs à l'époque. Donc finalement, les grosses ventes de disques ne correspondent pas malheureusement aux grosses ventes qui pourraient arriver aujourd'hui. Donc ça m'a permis évidemment de vivre mieux, mais pas autant qu'on pourrait penser aujourd'hui avec ce que veut le dire si on remet les chiffres dans le contexte de l'époque. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un cliché de le dire, quand dans une vie on rencontre un succès pareil, on aurait tendance à penser que c'est ça la moyenne.
Et en fait, la moyenne, c'est cette sinusoïde entre les succès et les échecs. Et en fait, la vérité se trouve au milieu. Et déjà, c'est très bien si on arrive à maintenir ce milieu-là. Donc, c'est finalement ce qu'il faut essayer de faire. Et ce qui est le plus dur, c'est l'album après le gros succès. Un gros succès comme ça, c'est celui-là parce que le premier, personne ne vous attend, le premier succès, tout le monde s'en fout. Mais le deuxième, d'un seul coup, il y a des tas d'intérêts, des tas de nouveaux amis, des tas de nouvelles personnes qui vous collent la pression, quoi. Donc ça, c'est plus compliqué. Mais enfin bon, là aussi, on s'en remet si on peut. Que vous reste-t-il à accomplir? Mais c'est compliqué c'est à la fois, enfin, c'est une question que j'ai jamais compris, ça. C'est-à-dire que pour moi, j'ai tellement l'impression que, enfin, moi, je regarde pas trop en arrière et je suis passionné par les choses qui se passent. Par exemple, là, cette crise sanitaire, ça m'a fait découvrir la réalité virtuelle et c'est un truc absolument incroyable. La VR, pour moi, c'est un peu comme les débuts du cinéma, à l'époque des Frères Lumière, c'est-à-dire à l'époque où les films étaient projetés dans les cirques sur un drap blanc et puis que les gens du théâtre disaient non, mais ces mecs qui s'agitent sur le drap blanc, là, c'est pas sérieux, c'est pas un véritable acteur, c'est quelqu'un qui est sur une scène, qui est en contact avec un public physique. Et finalement, c'est devenu l'art majeur qu'on connaît. Aujourd'hui, la réalité virtuelle, c'est un peu ça. On considère à tort que c'est en fait une sorte de mode d'expression qui vient directement des jeux vidéo, alors qu'en fait, c'est un mode d'expression en soi qui, évidemment, ne met pas en danger et ne va pas remplacer le spectacle vivant, mais est un mode d'expression en soi, c'est une alternative. C'est même pas une alternative, c'est un mode d'expression en plus, comme le cinéma l'a été vis-à-vis du théâtre, et l'a plutôt renforcé qu'affaibli, comme la télévision l'a été vis-à-vis du cinéma, comme Internet a pu l'être par rapport à d'autres choses, et comme aujourd'hui, je pense la réalité virtuelle doit l'être. Et je pense que je voyais, j'ai eu une discussion avec Olivier Pi, le patron du Festival d'Avignon, il n'y a pas si longtemps. J'en profite pour en parler dans ce théâtre, en disant il y avait les états généraux des festivals, et je dis il faudrait absolument qu'il y ait un secteur de la réalité virtuelle. Et lui, il me dit, tu sais, moi je suis le concierge avec les clés, c'est pas moi qui organise. Et finalement, ça n'a pas pu se faire parce que les gens se sont dit non, il y a des choses tellement plus importantes, etc. Et je pense que tous ces nouveaux modes d'expression sont aussi une manière aussi de tendre la main à des jeunes générations familiers de ces grammaires, de ce vocabulaire, pour justement les faire venir sur d'autres secteurs culturels. Et c'est ça qui m'intéresse, par exemple. Donc il y a énormément de choses encore à faire. Plus on va, plus on s'aperçoit qu'il y a encore un plus grand nombre de choses à faire, plus on avance. Donc je pense que quand à partir du moment où la santé, le corps vous porte, il n'y a pas de raison d'arrêter, enfin dans mon cas, enfin en tout cas. Et puis c'est aussi moi j'étais étonné quand j'avais une trentaine d'années, je voyais des collègues comme ça qui étaient assis déjà sur des premiers succès comme ça, qui géraient un peu, qui avaient une approche de gestionnaire de ce qu'ils ont fait. J'ai jamais été comme ça, et je pense que ça vient effectivement de ce que m'ont donné à la fois ma mère, mon grand-père, on n'en a pas eu le temps d'en parler, mais qui était un homme extraordinaire, à la fois joueur de hautbois et inventeur, qui m'a donné mon premier magnétophone quand j'avais une dizaine d'années, avec lequel je passais des journées entières à enregistrer les sons de la rue. Et un jour, j'ai passé la bande à l'envers et j'ai cru qu'il y avait des aliens qui me parlaient, et ça m'a donné ce goût du bidouillage sonore, comme quoi les chemins de traverse sont souvent les plus importants. Une dernière question. Vous avez parlé d'Olivier Pi à l'instant. J'ai cru peut-être flairer une éventuelle collaboration. Je ne sais pas. C'est quoi votre prochain bidouillage? Le prochain bidouillage, certainement, non. Je serais ravi. J'adore Olivier Pi, j'adore le théâtre, et j'adorerais faire de la musique de scène, ça c'est sûr. Bien que d'une certaine manière, c'est ce que je fais aussi quand je me produis sur scène, mais produit pour le théâtre, mais en fait j'ai vraiment envie d'explorer ce que j'ai commencé à aborder avec ce concert de Notre-Dame, c'est-à-dire les réalités virtuelles dans tous ces états. Il y a énormément de choses qu'on peut faire avec des gens, notamment en France, qui ont vraiment un savoir-faire, un génie particulier, et
Et j'ai envie de dire que ce que je voudrais faire, c'est contribuer à faire que ce mode d'expression ne nous soit pas chippé, une fois de plus, par les Américains ou les Chinois. Je pense que comme on a raté, on a inventé Internet et Internet nous a échappé, ne ratons pas ces nouveaux modes d'expression, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, où il y a des talents et absolument extraordinaires en France. Et avant qu'ils se barrent, qu'ils partent aux États-Unis ou ailleurs, ou en Asie ou en Inde ou autre, essayons de créer notre propre plateforme d'expression, puisque la réalité virtuelle peut toucher le théâtre, la chorégraphie, tous les arts, tous les secteurs, la peinture, le cinéma et notamment aussi des modes d'expression en soi, l'art contemporain. Et je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Et en tout cas, je voudrais consacrer en fait une partie de mon temps à essayer de développer tout ça dans les mois qui viennent. Jean-Michel Jarre, merci. Merci à vous.